propose qu'on commence. Du coup, on va juste prendre une petite minute, juste pour nous se présenter, dire un peu qui on est, d'où on vient, pourquoi on vous propose ça ce soir. Et on rentrera ensuite dans le vif de notre sujet. Donc tous les trois, on représente une association qui est l'association des ludothèques françaises, l'ALF. Donc moi je suis Nicolas Dion, j'en suis le président. Antonin Mérieux qui est chargé de mission et Anne Jacopé qui est directrice de la structure. Et donc on est là parce que, alors on est l'association qui fédère et qui regroupe les ludothèques, enfin un certain nombre de ludothèques sur le territoire. Et on est là dans le cadre d'échanges ou de partenariats qu'on fait avec le Festival de Parthenay tous les ans. Donc là, cette année, à double titre, ce qui explique aussi le choix du thème qu'on a fait cette année, parce qu'on a relancé quelque chose qui se faisait, qui est la sélection de jeux des ludothécaires. C'est-à-dire, voilà, tous les ans, on faisait une sélection, ça s'était un peu arrêté pour divers problèmes. On a relancé ça cette année, et puis du coup, comme on s'est posé la question des choix de jeux, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de mettre cette question-là à l'échange pour ceux qui avaient envie. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que c'est une ludothèque. Une ludothèque, voilà, c'est un lieu qui est consacré au jeu. On l'aborde sous deux niveaux, c'est-à-dire il y a la dimension, un peu comme dans une bibliothèque ou ailleurs, patrimoniale, c'est-à-dire de conservation, de constitution de collections de jeux et jouets, d'entretien de ces collections. Et il y a toute la dimension jouer, c'est-à-dire jouer, faire jouer, et puis un certain nombre d'actions comme prêter des jeux, faire du conseil, enfin voilà, tout un tas de monter des animations, tout un tas de choses autour du jeu. Et du coup, voilà, nous, on travaille avec les ludothèques. L'idée, c'est à la fois d'accompagner la formation, donner des outils. On fait aussi un peu de lobbying par rapport à notre métier, à ce qu'on fait. Et on fait aussi ce qui est l'objet de notre présence ici, de l'animation de réseau, c'est-à-dire de venir, de rencontrer les gens, d'échanger avec eux, de travailler avec les ludothèques sur les différents territoires. Enfin voilà, il y a tout un volet là-dessus. Le thème en lui-même, nous, c'est des questions qu'on se pose assez quotidiennement. Il y a de plus en plus de jeux, de plus en plus de jouets. Il y a une quantité de sorties par an qui est assez importante. Il y a de plus en plus d'usages du jeu. Alors on leur donne tout un tas de noms. Gamification, ludification, tout un tas de trucs. Enfin, le jeu, on le retrouve à plein d'endroits, dans plein de concepts différents. Et puis voilà, nous, on travaille pas mal sur cette question-là, d'accompagner alors les usagers des ludothèques principalement, mais aussi nos entourages sur ces questions-là, sur quel jeu choisir, quel jouet choisir, pour qui. Et on est toujours intéressé aussi pour échanger avec les gens qu'on croise, parce que c'est vrai que le monde du jeu, c'est un monde qui évolue pas mal. Et entre nos pratiques professionnelles et les pratiques des gens qui jouent, ou les pratiques des gens qui utilisent le jeu dans leur métier ou à d'autres endroits, de créer des lieux comme ça d'échange et de discussion. Donc c'est un peu l'idée ce soir. On va pas faire que parler, hein, on va discuter, on va vous inviter à des moments à venir avec nous, on va débattre, on va échanger sur un certain nombre de choses. La première petite question qu'on avait pour se rendre compte un peu de qui est en face de nous, c'était savoir si dans la salle, il y a des gens dont le jeu c'est le métier. C'est-à-dire qui ne sont pas ludothécaires, auteurs de jeux, éditeurs, quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, une bonne moitié de la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent le jeu dans leur métier ? Alors, en dehors de ceux qui ont déjà levé la main. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont joueurs et qui sont venus voir par intérêt ou... Ok, aussi. Ça marche. Voilà, ça me permet de situer un petit peu le groupe et de s'adapter peut-être un petit peu aussi, parce que voilà, si on se rend compte qu'on est dans une assemblée qui a 45 ludothécaires, bon, on va pas forcément tenir le même propos. Ok. Donc voilà, ça c'était un petit peu en quelque sorte l'intro. On va rentrer dans le
le vif du sujet. Je vais passer la parole à Anne pour le moment, pour la partie débat. Oui, alors bonsoir à tous et à toutes. Ce que je vais d'abord vous proposer... Non, je vais d'abord vous expliquer. Et après, je vous proposerai de vous lever. On va faire un débat mouvant, peut-être que certains connaissent. Il va s'agir de vous positionner par rapport à une phrase que je vais vous donner, qui va vous faire réagir, qui va vous dire oui, je suis complètement d'accord avec ça, ou pas du tout d'accord avec ça, ou je sais pas trop, mais j'aurais plutôt tendance à aller vers cet avis-là. Et puis donc vous allez vous positionner dans l'espace. Une fois que vous vous êtes positionné, vous allez discuter entre vous, dans les espaces où vous vous êtes mis, sur pourquoi vous vous êtes mis à cet endroit-là. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu cet avis-là par rapport à la phrase que j'ai donnée au départ. Et puis on va entendre les arguments des groupes, des uns et des autres. Et puis quand il y a un argument qui vient nous toucher, qui nous donne envie de bouger, qui nous dit « je ne suis pas d'accord » ou « je suis vraiment super d'accord avec ça », ou bien c'est je pensais ça, mais finalement je suis en train de changer d'avis parce que ce que j'entends là, c'est quand même... ça me touche, ça m'interpelle et peut-être bien que j'ai envie de changer de groupe, et on a le droit. On a le droit de changer, de se déplacer dans l'espace et d'aller dans l'autre groupe. Il n'y a pas de position médiane autorisée. Voilà pour l'explication. Donc je vous propose de vous lever et de venir avec nous devant. Alors du coup, je vais donner la première phrase. Donc c'est bien sûr en relation avec le thème de ce soir, choisir un jeu ou un jouet, comment on fait? Donc la première phrase, c'est « J'aurais exactement la même démarche pour offrir un jeu à un ami ou à sa fille. » Donc les personnes qui... Je vais la redire. Les personnes qui sont plutôt d'accord avec cette phrase, vous venez plutôt de ce côté. Alors on ne va pas trop se rapprocher du mur, on va rester plutôt là. Et les personnes... Qu'est-ce que j'ai dit? Qui ne sont pas d'accord. Qui sont d'accord? Vous n'écoutez pas. Donc, je redis la phrase. J'aurais exactement la même démarche pour offrir un jeu à un ami ou à sa fille. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, vous venez là. Si vous n'êtes plutôt pas d'accord, vous allez de l'autre côté. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est ici et maintenant ce que cette phrase, elle vous fait. Et vous allez voir, peut-être que vous allez avoir envie de vous déplacer. Du coup, maintenant, vous êtes en groupe, vous pouvez discuter à 2, à 3, à 4, à tout le groupe si vous voulez, sur pourquoi vous avez choisi cette position par rapport à la phrase. Donc je la relis. J'aurais exactement la même démarche pour offrir un jeu à un ami ou à sa fille. Je vous propose d'essayer de formuler les quelques arguments que vous venez d'échanger, et puis les uns après les autres, groupe après groupe, vous allez donc les exprimer, et puis peut-être qu'il y aura des gens qui auront envie de changer de place. Nous, tout ce qu'on a vu, c'est déjà... on a vu d'autres trucs, je vous rassure. On va s'adapter à la personne, qu'elle soit adulte, enfant ou quoi que ce soit. De toute façon, on s'adapte. Voilà, si quelqu'un veut rajouter, ça sert. Disponible et ne mord pas. Donc s'adapter, ça veut dire que c'est la même démarche, c'est s'adapter en fait. En fait, c'est la même démarche, qu'on soit adulte ou enfant. On peut avoir la même démarche, nous, de faire un choix de jeu ou de jouet dans une démarche de, quel que soit l'âge. On est dans le sens d'offrir un jeu qui peut faire plaisir à la personne ou qui peut être une découverte. C'est-à-dire qu'en fonction, peut-être si on connaît bien la personne, on va partir de ses goûts. Ça, c'est une démarche. Et si on la connaît bien, on peut aussi partir de notre envie de faire découvrir et d'ouverture sur une découverte de jeu ou de jouet, quel que soit l'âge. Ok. Si jamais dans ce groupe, finalement, il y a des personnes qui sont plus d'accord avec cet argument, vous pouvez vous déplacer. Si dans ce groupe, il y a des personnes qui sont touchées par l'argument, vous pouvez bouger aussi. L'autre groupe? En fait, c'est assez drôle parce qu'on avait quasiment les mêmes arguments ici. C'est juste qu'on s'est rendu compte que c'était finalement la question était ambiguë.
et que oui, effectivement, il y a une question de démarche qui serait la même, mais on a été plusieurs à venir directement ici en mode, bah non, on peut pas offrir le même jeu à un enfant et à un adulte. Et après on se dit, ah oui, mais c'est une démarche. Et effectivement, la démarche sera assez similaire. Après, on a eu des arguments comme quoi, peut-être qu'un jeu enfant, je le connais pas forcément, parce que j'ai pas l'occasion d'y jouer, et donc du coup, que là, je vais peut-être avoir plus une démarche de conseil, d'aller voir un ludothécaire, un inventeur, un acheteur, un festival, pour aller découvrir des jeux, alors que effectivement, un jeu pour un ami, ce sera plus vers un coup de cœur que moi j'ai eu, que j'ai envie de partager avec cet ami. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Est-ce que ça fait bouger des gens ? Non. Alors, si c'est un autre argument, on va revenir après. Est-ce que vous avez une autre idée qui a été évoquée dans le groupe ? Par rapport donc dans la démarche qu'on disait, c'est qu'on essaye vraiment de conseiller là-dessus. Après, effectivement, la question était extrêmement large, donc on se posait la question de notre proximité avec l'ami et sa fille. Donc du coup, effectivement, on adapte cette démarche par rapport à la personne qu'on va avoir ou qu'on va avoir envie d'offrir le jeu. Après, on s'est aussi reposé la question, donc par rapport à l'énoncé, à savoir, est-ce que derrière, il n'y avait pas le contre-argument de se dire que parce que c'est un enfant, on va avoir une pseudo-intention éducative sur le jeu qu'on va choisir parce que justement c'est un enfant, donc du coup on va choisir un jeu qui est autour de la lecture, etc. Et en fait on était tous d'accord sur le fait de dire bah non quoi. Enfin on va choisir un jeu dans notre démarche, en tout cas personnelle. C'est si on a l'intention de présenter un jeu, c'est parce que pour cet enfant, il va être adapté, mais aussi pour un adulte. C'est que nos intentions éducatives peuvent être autant portées pour un enfant que pour un adulte. Donc on reste encore bien figé sur notre... On est d'accord. Je crois que ça ne les fait pas bouger. Est-ce que vous voulez... On joue vraiment sur l'ambiguïté d'une démarche individuelle ou d'une démarche générale. Moi, si j'achète un jeu, ma démarche générale va être la même. Au début, j'ai envie de faire plaisir, j'ai envie de le communiquer, de donner envie. Après, si je fais une démarche individuelle, donc je m'adresse à la petite fille de l'ami et pas à l'ami, je vais avoir une démarche différente de ce que je vais acheter, parce que c'est une enfant, parce qu'elle a tel âge, parce qu'elle aime telle chose, qu'elle va être attirée par... je ne sais pas, telle illustration aussi, puisque ça rentre dans l'attrait, voilà, au niveau des designs de jeux. On sait que maintenant c'est tellement développé que ça fait partie de ce qui va nous attirer ou pas. De savoir si on aime les choses rapides, les choses où on réfléchit, enfin voilà, il y a tout ça derrière. Donc c'est cette histoire de démarche. Moi je suis d'accord avec eux depuis le début. mais ma démarche première, c'est de faire plaisir à un individu, donc à la petite fille, donc pas à l'ami. Voilà, c'est pour ça que je suis venue ici directement. J'ai pensé, cette petite fille, qu'est-ce que je vais faire pour lui faire plaisir ? Quel âge elle a ? Qu'est-ce qui lui plaît ? Qu'est-ce qui va lui parler ? Et qu'est-ce que je vais arriver ? Après, voilà, après il y a ce que je connais moi et que je vais avoir envie de transmettre, donc mon plaisir à moi. Mais ma démarche première, c'est le plaisir de la petite fille. Et après, je vais réfléchir à comment je choisis un jeu d'une manière générale et quelle démarche j'ai quand je choisis un jeu. Voilà, donc là, je vais retrouver tous vos arguments à vous. Voilà. Donc, l'ambiguïté, là. Voilà. Donc, si je m'adresse à un groupe, je vais essayer de faire plaisir à une majorité. Voilà, mais c'était pas la question. Là, c'était la petite fille. Donc voilà, je pense pas à son papa, je pense à la petite fille. C'était un ami ou sa fille. Donc c'était, est-ce que... Non, il y avait un ami ou sa fille. Donc il y avait deux personnes a priori différentes. Mais du coup, est-ce qu'on a exactement la même démarche vis-à-vis de ces deux personnes ? Est-ce qu'il y a un éventuel dernier argument, idée, avant de passer à la suivante? Ok, alors merci. Vous pouvez revenir au milieu. Alors, je vais vous lire la phrase. Et cette fois-ci, il y a 3 propositions, en fait. C'est un petit peu différent de la première. Vous allez vous positionner en fonction des 3 propositions. Quand je choisis un jeu, je me fie plus au nom de l'auteur, au site communautaire, à mon analyse personnelle.
Un site communautaire, c'est un endroit où il y a tous les joueurs qui peuvent donner des avis sur les jeux auxquels ils ont joué. Voilà, par exemple, forum, ouais. Jeux SOC. Alors, je vous propose de ne pas débattre maintenant. C'est très bien. Belle promesse, en effet. Je vais relire la phrase. Et donc, il va y avoir 3 groupes qui vont se former. Enfin, 3 a priori. Donc, quand je choisis un jeu, je me fie plus, au nom de l'auteur. Donc, si les personnes sont plutôt d'accord avec ça, vous venez plutôt de ce côté. Ouais. Au site communautaire, donc Internet, les forums, les échanges entre joueurs. Ou à mon analyse personnelle, c'est plutôt là-bas. Je vous propose d'en rester là, de formuler peut-être les arguments, enfin, ou alors vous les avez en tête, c'est bon, c'est clair. On va commencer par le groupe minoritaire. Donc Nicolas. Donc Nicolas, tu es là parce que toi, tu te fies au nom de l'auteur. Alors moi, on est d'accord, je choisis un jeu. Pour moi, le jeu, il y a un côté, je sais pas, c'est comme un bouquin, comme une série, comme un film, et j'ai mes auteurs chouchous. Clairement, je peux être une vraie groupie. Il y en a, ils sortent un jeu, je vais avoir envie d'y jouer, de l'acheter, de l'avoir. Enfin voilà. Hein. Et voilà. Et je crois que c'est mon premier réflexe. C'est vraiment un truc que je regarde. Et puis après, si je connais pas du tout l'auteur, eh ben, je vais aller voir éventuellement un site. Et puis si sur le site les avis, je les trouve un peu moi-moi, eh ben, je vais essayer d'y jouer. Et puis après voilà, il y a les festivals, il y a Partenay, il y a tout ça. Mais ouais, il y a quand même une belle petite sensibilité sur certains auteurs par rapport au jeu. Ouais. Alors je rappelle que vous avez le droit de vous déplacer. Et vous, une fois que vous êtes déplacé une première fois, vous pouvez ensuite vous redéplacer si jamais... si vous êtes touché par l'argument, c'est possible de venir et puis de rechanger après, c'est possible. Très bien, c'est comme ça que ça marche. Bien, le groupe qui va plutôt sur les sites communautaires. Parfois, on achète un jeu parce que à première vue, il nous plaît, il est beau, et à le tester, on se rend compte que c'est pas ce que ça représentait. Donc après, on a besoin d'aller vers les sites pour avoir un avis différent. Et aussi, parfois, pour conseiller un jeu ou pour offrir un jeu, c'est pas forcément le type de jeu vers lequel on va aller. Donc, pour faire une meilleure analyse, on aura besoin d'aller sur des sites pour se rendre compte de la jouabilité du jeu, du plaisir des autres et tout ça. Voilà. C'est beau ? T'as quelque chose à rajouter ? Voilà. Oui, l'idée qu'on avait, c'est qu'il y a des fois, on va choisir des jeux pour d'autres personnes. Nous, on connaît absolument pas ce style de jeu, donc on va avoir du mal à se faire un avis. Et dans ce cas-là, on va aller voir sur les sites pour des personnes dont c'est vraiment le kiff, ce genre de jeu, ce qu'ils en pensent eux, plutôt que d'avoir notre avis subjectif sur ce qu'on ne connaît pas très bien, quoi. Alors même chose, si l'argument vous touche, vous pouvez vous déplacer. Sous-groupe veut commencer, donc une idée, exprimer une idée, puis on repassera le micro aux autres groupes si besoin. Après, moi, je vais avoir 2 approches différentes. Du coup, on n'a pas forcément... Mais ma première approche, si elle est professionnelle et si je choisis... Est-ce que c'est ce que vous avez discuté dans le groupe ? Oui, voilà, c'est ce que j'ai discuté là. C'est pour ça que... Mais bref. Et donc... Je vais peut-être me décaler là. Parce que ce que j'expliquais, c'est que moi, j'ai une petite boutique sur Grenoble de magasins de jeux spécialisés. Au départ, moi, j'observe leur catalogue en me disant « Ah, ça, j'aimerais bien, ça, c'est joli, ça va parler à telle famille, ça va être pour tel groupe ou ça va être pour mes collégiens. » Et en fait, une fois que je vais voir la boutique et je demande aux 3 personnes qui sont absolument magiques là-bas, je vais dire « Voilà, là, maintenant, ce que je cherche, c'est un jeu rapide pour mes collégiens, ou alors là, je vais faire une soirée spéciale, donc je vais avoir besoin de jeux longs. » Enfin voilà, et c'est eux qui vont m'orienter après. Effectivement, je vais sur Trick Track aussi, et effectivement, j'ai des auteurs que j'aime bien, donc je vais être attirée. Mais après, moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans et que j'avais un auteur que j'adorais, j'achetais tout directement, je faisais la liste. Puis maintenant, avec du recul, je me rends compte que des fois, ils font des choses super, c'est ce que j'expliquais. Puis quand même, de temps en temps, ça valait moins la peine. Donc après, rien ne vaut
l'analyse personnelle et essayer, donc les festivals comme Partenay ou Kian, qui nous permettent de jouer plusieurs fois avant l'achat et de se dire, voilà, ça c'est quelque chose qui va durer longtemps, je vais pouvoir exploiter, ou alors ça, on va se lasser, ou alors ça va parler aux familles. Mais du coup, voilà, mon approche, elle va être, quand c'est professionnel, je vais faire un mix de tout ça, mais je vais me fier à mon analyse personnelle pour finaliser mon choix. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres arguments dans les deux premiers groupes qui seraient venus? Si ce n'est une précision, moi j'ai parlé d'un point de vue strictement personnel. Hein. Là, il n'y avait pas l'ombre d'un début de quelque chose de professionnel. Hein. L'autre sous-groupe, du coup? Vous avez un autre argument? Un autre argument, c'est compliqué, parce que je crois qu'elle a un peu tout dit, Lydie. Mais non, sur lequel on était vraiment d'accord, c'était de se dire que oui, effectivement, on va regarder l'auteur, parce qu'on en connaît certains, et qu'on sait qu'ils font des choses sur un mécanisme bien particulier qui nous plaît, ou qu'on sait qu'il va fonctionner. Que oui, effectivement, on va aller voir des sites, parce qu'il y a des moments où en fait on n'a pas le retour sur certains jeux, mais que majoritairement, voire moi je parle pour mon avis personnel, c'est globalement tout le temps comme ça, c'est que je me fie que à ma propre analyse. Donc globalement, quand j'aurai la chance de pouvoir jouer un jeu, et ben c'est ça qui va me donner l'envie ou pas de le prendre, mais que globalement c'est vraiment une composition, c'est rare, voire jamais, que j'ai choisi un jeu parce que c'était cet éditeur ou le créateur du jeu, ou parce que j'ai juste vu des posts sur un forum. On peut compléter en disant que, en fait, on a aussi argumenté sur le fait que l'analyse personnelle, qui est notre argument de fond, varie aussi en fonction du parcours qu'on a avec le jeu, que ce soit personnel ou professionnel, et que l'analyse personnelle, elle évolue en fonction de notre parcours perso et de notre usage avec quel public. Voilà. Donc l'analyse autour de ce que je sais pas comment tu t'appelles, que Émilie vient de dire, elle est aussi complétée par ça sur le parcours de chacun et de chacune, sur l'analyse qu'on va en faire et de l'usage qu'on va en faire derrière. Et moi, si je veux, parce que c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais je crois qu'il y a aussi des personnes qui sont très instinctives sur un choix de jeu. Et c'est quelque chose qui est difficilement argumentable, c'est-à-dire qu'on prend un jeu, on le regarde, on le tréfouille un peu, on le sent dans le sens intuitif, et il va se faire que ce jeu va partir sur un usage ou pas. Voilà. Là, en l'occurrence, je parle de moi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des arguments qui... Antonin ? Alors, nous, on avait un argument. Alors, bien sûr, quand on a les moyens de se faire une analyse complète d'un jeu, qu'on a l'occasion d'y jouer, etc., effectivement, on peut très bien se faire un avis avec. Mais c'est pas toujours le cas. Et moi, je crois totalement à mon analyse. Je pense que c'est celle qui a le plus autorité, hein, de manière générale, pour savoir ce que j'aime. Hein. Mais l'autre jour, on s'est retrouvé dans la situation, on va acheter un jeu pour ce soir, donc on se retrouve à la boutique. Et là, comment on ne peut pas tester les jeux, on va prendre quelque chose, on ne sait pas quoi. Le réflexe, mais sans s'en rendre compte, c'est de sortir le téléphone et de regarder les avis sur Board Game Geek ou sur Trick Track. Donc, même si l'analyse c'est mieux, on n'a pas toujours les moyens de la faire. Et quand on n'a pas les moyens de la faire, pour s'en faire une, on va vers les sites communautaires. Tu peux venir si tu es d'accord. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un ultime argument, une idée qui n'aurait pas été exprimée ? Un mouvement quand il se fait? Non. Ah, on passe à la troisième phrase. Je vous propose de revenir au milieu. Quand je choisis un jeu, je ne me laisse pas influencer par la société. Donc quand je choisis un jeu, je ne me laisse pas influencer par la société. Ceux qui sont d'accord, vous allez plutôt là. Quand je choisis un jeu, je ne me laisse pas influencer par la société. Vous n'êtes pas d'accord, vous allez plutôt là-bas. Enfin, pas trop loin non plus, mais... Si on ne sait pas, on peut aller là où il n'y a pas trop de monde, et puis après on bougera. Hein. Non, c'est pas possible de rester au milieu.
Alors, même chose, vous discutez entre vous, en demi-groupe ou en groupe entier, mais je vous laisse discuter, vous essayez d'argumenter le pourquoi vous êtes là. Je vous propose de partager vos arguments. Alors, le groupe minoritaire. Donc, vous avez plutôt choisi de vous mettre là parce que vous êtes d'accord avec la phrase « Quand je choisis un jeu, je ne me laisse pas influencer par la société ». Donc, vous ne vous laissez pas influencer par la société. On a compris la question comme quand on ne se laisse pas influencer par la société, genre les garçons auront des chevaliers habillés en bleu, les filles des poupées habillées en rose. Donc c'est pouvoir mélanger le type de jeu, qu'il soit garçon, fille, en fonction de l'enfant a envie de jouer à ça, il joue à ça, très bien. Si c'est ton âge ou joue pas, si c'est son sexe ou pas, c'est voilà. Ok. En fait, autre argument, c'est ne pas se laisser influencer par tout ce qu'on peut voir en publicité, que ce soit sur les catalogues et les spots télé, surtout sur l'arrivée de Noël, ou qui peut avoir une influence de société sur les achats compulsifs qui peuvent être faits. Je fais de l'humour. Voilà. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est dire on ne va pas rentrer dans le jeu de la consommation à tout crin sur tout type de jeu qui va être un jeu peut-être très intéressant finalement, qu'on achètera pour d'autres arguments finalement, mais pas parce que ça nous a été donné, amené et matraqué d'une manière ou d'une autre. Ok, merci. Est-ce que ça fait déplacer d'autres personnes ? C'est pas grave en fait. C'est pas grave. Si là, l'idée, elle touche, on peut se déplacer, on a le droit. C'est pas grave. Ouais, voilà. Du coup, de votre côté. Eh bien, nous, on a pris la question de manière extrêmement large, dans le sens où on était d'accord sur le fait qu'on essayait, quand on choisissait un jeu, de ne pas se faire influencer par, du coup, des principes de genre ou des principes de consommation ou de publicité, etc. Mais qu'à un moment ou un autre, quoi qu'il arrive, on était influencé. Je reprends l'argument de départ qu'on avait, enfin l'exemple, de se dire, eh ben en fait, moi sur un jeu, par exemple, eh ben ça va m'arriver d'être influencé parce que ce jeu-là va délivrer des valeurs, effectivement, de non-genre ou dans une société que on va considérer, parce que c'est la mouvance très individualiste, et ben je vais aller me pencher sur des jeux de coopération, ou parce que je vais être influencée parce que je sais pas, je perçois de manière instinctive que on est dans une société qui va être très tournée sur un type de jeu, et ben peut-être que je vais prendre justement le sens inverse, parce que je vais avoir envie à ce moment-là de sortir de ce stéréotype-là, de sortir de ces carcans de jeux qui fonctionnent super bien, et que je vais pas les prendre parce que justement c'est quelque chose qui est extrêmement prôné et que j'ai pas envie. Donc quoi qu'il arrive, même si c'est dans le sens inverse, cette société-là m'influence. Non, mais c'était dans le côté influencé, c'est que ça se trouve, en fait, ce n'est même plus mon choix propre de se dire, bah, ce jeu-là, je l'apprécie pour le mécanisme qu'il donne, mais c'est de se dire, bah, parce que cette société-là est très collée à ça, et ben, je vais faire un sens inverse, et par principe, je suis influencée de fait. Ok, merci. Ça va être très court parce que c'est tout pareil, je pense. Hein. On est un peu d'accord là-dessus, je crois. Parce que société, c'est autrui et on est forcément influencé par autrui quand on achète un jeu, un livre, quand on va voir un film, etc. Donc, ouais, moi, je me retrouve. Je pense qu'on se retrouve sur la même chose, quoi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a, oui, une idée ? Je pense quand même qu'effectivement, on est influencé par des valeurs. Rien ne nous empêche d'avoir un esprit critique et de ne pas se laisser influencer. Donc pareil, on rejoue encore sur l'ambiguïté. Je suis entièrement d'accord, Émilie, mais du coup, je préfère accepter de me dire, là, on en est là, et je fais ou je fais pas, voilà. Tout à l'heure, on se basait sur Vous pouvez vous déplacer si ça vous touche. On était dans la team possible. analyse personnelle, du coup, ça équilibre. Du coup. On avait prévenu que les questions étaient un peu taquines. Une autre idée, argument. C'est plus l'impression que j'ai, c'est que on est dans une idée, on essaye de lutter contre les influences qu'on peut avoir,
Mais malgré tout, on essaye de lutter autant qu'on peut contre les influences. Alors moi, par contre là, je vais pas venir. Moi, je suis pas en lutte permanente. Je suis en analyse, mais tu vois, c'est pas. Je lutte pas. Alors, en fait, je propose qu'il n'y ait pas de débat. Il va avoir lieu après, peut-être. On laisse terminer Antonin. Si quelqu'un est touché, peut partir de ce groupe, ou d'ici, vous pouvez y aller. Et s'il y a une autre idée ensuite, c'est possible de l'exprimer. Antonin, termine. Donc l'idée, c'était qu'effectivement, on peut avoir conscience des influences, on peut essayer de ne pas en tenir compte, de se positionner contre, etc. Mais malgré tout, elles sont véhiculées de manière tellement insidieuse, tellement forte, tellement matraquée, qu'il y a des choses qu'on reçoit et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de le faire. On ne peut pas y échapper complètement. Et même si, je pense même si on est ici, ça ne veut pas dire qu'on subit toutes les influences. Des fois, on essaie de prendre conscience de choses, etc. Mais malgré tout, on ne pense pas pouvoir les éviter toutes. Je voudrais juste rajouter quelque chose, et je trouve que, en fait, là, dans tout ce qu'on a dit, l'influence est perçue comme assez mauvaise. Et alors qu'en fait, des fois non. Moi, je considère que, par exemple, ma mère m'a influencée pour mon éducation, et je leur remercie parce qu'il y a des trucs qui sont cool qui sont passés. Bon, il n'y a pas tout, mais voilà. Donc, il n'y a pas que une influence n'est pas forcément néfaste, forcément mauvaise, parce qu'une influence des fois peut être bénéfique, peut être voilà. Il n'y a pas forcément que de la contrainte ou que du détournement dans l'influence. Voilà, c'est. Je dis au micro ce qu'il a dit, c'est forcément une condition à la construction personnelle, et je suis totalement d'accord. Voilà. Autre argument, est-ce que ça fait bouger des gens? Est-ce que dans ce groupe, il y a une autre idée, un autre argument? Moi, j'accepte cette influence parce que de toute manière, effectivement, on a une éducation, on a un environnement extérieur, on a une expérience qui va, voilà, sur lequel on est façonné et mais je reste quand même libre d'avoir un esprit critique et du coup de choisir effectivement en temps donné. On évolue de toute façon, à un temps T, de me dire que là, ce que j'oriente, je le choisis. Et voilà, donc quand on parlait de la mixité, de ce qu'on peut véhiculer au niveau de ce qu'on va transmettre au niveau du jeu filles-garçons, il y a peut-être eu des moments où on n'avait pas cette conscience-là quand on était parents ou professionnels qu'on véhiculait. Mais maintenant, on a, et petit à petit, les choses, elles évoluent. Et c'est ce regard critique qui change, et c'est pour ça que je pense qu'on est quand même bien ici. On a cette possibilité-là. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Je voudrais juste ajouter aussi que, là du coup c'est très personnel, pour moi le jeu est essentiel à la vie, et sans le jeu on ne se construit pas, et que si on veut se construire sainement, il faut avoir son sens critique, et le jeu sert aussi à ça. Dès qu'on a un jeu dans les mains, on peut se mettre dans la critique de ce qu'on en fait, de l'usage qu'on en fait, et de le transmettre aux enfants ou aux personnes ados ou plus. Voilà. Donc je pense que vraiment, pour moi, le jeu est le cœur, vraiment, le cœur de la vie. Et influence, du coup, pour moi, dans l'autre sens, il peut influencer la société. C'est à nous, en fait, de transmettre ça. Merci. Est-ce qu'il y a une ultime idée qui n'aurait pas été exprimée? C'est bon? Eh bien, je laisse la place à Antonin. Merci. Alors, comme ça fait longtemps que vous êtes debout, si vous voulez, on peut vous proposer de vous asseoir. Alors, on a évoqué pas mal de choses, pas mal d'arguments pour prendre conscience de la façon dont on choisit les jeux. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'essayer de voir, parce qu'on est sur un festival, j'imagine que vous êtes tous là, présents depuis un
un petit moment, et du coup vous avez été confronté à ça, au fait de avoir à choisir des jeux, ne serait-ce que pour se dire bon bah là maintenant à quoi on joue, ou alors qu'est-ce que j'achète, des choses comme ça. Et ce que je vous propose, c'est de donner vos expériences par rapport à ça, voire même si vous posez des questions par rapport à un jeu, soit que vous avez choisi, soit sur lequel vous hésitez, et qu'on ait une réflexion un petit peu tous commune sur qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu ou de ce jouet au regard de tous les arguments qui ont été évoqués ici. Comment est-ce qu'on peut avoir une analyse sur les jeux et les jouets à partir de ça? Si ça va être très constructif, mais ça va reprendre du coup tout à l'heure l'influence des sites communautaires, par exemple, ou des... Ouais, pardon, du coup. Du coup, moi, j'ai l'exemple, par exemple, d'un truc que j'avais jamais fait. C'était d'acheter un jeu sans y avoir jamais joué. C'est le cas d'Elysium, des Space Cowboys. C'est sur la critique d'un influenceur, d'un blogueur qui s'appelle Gus & Co. J'ai lu beaucoup d'articles de Gus & Co. Et au fur et à mesure des lectures, je trouvais que je lisais des trucs de jeux que j'avais déjà joué, et il y a une complicité sans se connaître, j'ai l'impression en tout cas, qui se faisait. Et puis à un moment donné, j'ai sauté le pas, j'ai acheté ce jeu-là sans y jouer. Je connaissais même pas les règles, sauf la description de Gus & Co. Je l'ai acheté et j'ai adoré. Et ça m'est réarrivé 2 autres fois comme ça, d'acheter sur les conseils de Gus & Co, d'acheter des jeux. Not Alone, qui a eu le prix du CNJ, je crois. Et il y a eu quoi d'autre? Je crois qu'il y avait Abyss aussi. Et voilà, c'est des jeux que j'adore. Donc voilà, je sais pas si ça peut... Voilà, en tout cas, voilà, c'était via un influenceur, j'ai sauté le pas de faire un achat qui n'était pas du tout d'un jeu que j'avais déjà testé. Et voilà, ça a quand même marché. Donc là, c'est une expérience positive en se fiant aux influenceurs, aux sites communautaires, etc., aux blogueurs. Donc contrairement à l'analyse personnelle dont on parlait tout à l'heure, oui, il est venu un peu, mais... C'est sur les 40 jeux de ma petite ludothèque, il y a 3 jeux que j'avais pas joué avant, et que voilà, où là pour le coup je me suis laissé en confiance, je me suis laissé aller en confiance à un blogueur, quoi. Voilà, je sais pas si c'est... c'est bien, c'est beaucoup de chance en tout cas. C'est ça. Alors là, tu as évoqué une expérience positive. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des expériences négatives sur des choix de jeux, quelle que soit la manière dont ils ont été faits. Soit un jeu auquel vous avez joué ou que vous avez acheté, ça s'est pas bien passé. Je pense que si ça vous est jamais arrivé, je vous envie vraiment beaucoup. À peu près dans le même ordre d'idée, du coup, c'est sur Size, je sais pas comment du coup on le prononce. En fait, j'avais vu, pareil, c'était sur Trick Track, sur des forums, la folie. Et en fait, je pense que j'ai pris un jeu qui était au-dessus, en tout cas au moment où je l'ai acheté, des jeux, du type de jeu auquel je jouais. C'est-à-dire que c'était des règles qui n'étaient pas encore assez claires pour moi. Et en plus, je m'y suis mis dans des conditions qui n'étaient pas super, à 23h30. Du coup, j'ai acheté depuis 1 an et j'ai toujours trouvé personne en fait pour faire le médiateur autour de ce jeu. Pour moi, je crois que c'est important en fait la question du médiateur, du transmetteur, qu'il soit virtuel ou réel, que quelqu'un passe le jeu ou à quelqu'un d'autre. Enfin, moi, c'est mon ressenti perso, hein, mais quand il n'y a pas ce truc-là, moi, je sais pas, je sens la différence en fait. Le jeu on le reçoit pas de la même manière, je trouve. Mais vas-y, je t'en prie, je trouve que t'as peut-être un truc à dire. C'était juste une question pour qu'on se comprenne, parce que pour moi, là, tu parles presque plus de prescripteur que de médiateur. Pour moi, le prescripteur, c'est celui qui va me conseiller le jeu, ou en qui je vais avoir confiance, et le médiateur, c'est celui qui, par exemple, va venir sur le festival, me le donner, m'en expliquer la règle, me le présenter. Et du coup, voilà, c'était plus un peu sur cette question-là, savoir si ce que tu entendais, c'était plus le côté prescripteur, j'ai l'impression. Parce que là, ce qui manquait peut-être aussi, c'est un médiateur. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait été là, qui aurait expliqué la règle, qui fait la mise en jeu, voilà.
Alors juste pour rebondir dessus, moi du coup je travaille en ludothèque et je suis totalement d'accord, en fait ça se voit énormément que, donc moi je suis plutôt dans le secteur jeux de société, et s'il y a un jeu que j'aime, bah, je vais réussir plus facilement à faire jouer aux gens parce que je vais le transmettre, parce que je vais faire la mise en place rapidement, parce que je vais, voilà. Mais pour moi il y a un autre, entre guillemets, prescripteur, vraiment on en a parlé tout à l'heure, c'est l'illustration. On voit des enfants qui vont vers des jeux parce qu'il est beau, parce que la boîte est cool, parce qu'il y a une petite figurine, parce que il y a 18 millions de raisons, mais voilà, il y a quand même aussi ce côté-là qui entre en jeu. C'est plus trop dans la question de base, mais bon, c'est pour rebondir par rapport à ça. Mais, du coup, moi, je rebondis sur les 2 dernières prises de parole. Effectivement, je suis pas ludothécaire du tout. Moi, je travaille un petit peu, j'utilise le jeu sur certaines animations. Mais du coup, Lydie, la personne qui est à côté de moi, là, du coup, qui est ludothécaire, que je connais depuis peu de temps, en fait, je suis joueuse depuis un moment, mais c'est vrai que je n'achetais pas du jeu régulièrement, je jouais toujours un peu avec les mêmes, ou en tout cas, il y avait toujours une personne qui était là, effectivement, pour présenter le jeu et pour l'expliquer. Et en fait, je me rends compte maintenant, en fréquentant des ludothèques, en travaillant vraiment autour du jeu, que d'une, la première approche du jeu, donc effectivement le graphisme, la mécanique, l'objet, le matériel qui est proposé, etc., est quelque chose qui, de fait, est extrêmement instinctif et qui va amener certaines familles, certains enfants, certains grands, certains adultes même, à se positionner sur un jeu, mais que pour moi, le médiateur, il fait presque 99,9% de ce qu'on va retenir de ce jeu-là, en fait. C'est que, pour le coup, en ayant rencontré des animateurs qui connaissaient un jeu, et qui, en plus, à mon avis, certainement l'appréciaient beaucoup, et pour en avoir rencontré d'autres qui, effectivement, se retrouvent face à un jeu qu'ils connaissent peut-être moyennement, ou en tout cas qui ne sont pas ultra fans, et ben en fait, ça se sent, quoi. Enfin, quand on se pose à une table parce qu'on est attiré par ce jeu-là, et qu'on se retrouve avec une personne qui est passionnée ou non, et ben on le sait à 200%, et on va pas du tout vivre le jeu de la même façon. Mais alors, j'en suis convaincue. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis dans certains cas, mais moi j'ai déjà vécu l'expérience inverse. C'est-à-dire que des fois, tu as des gens qui sont tellement passionnés par certains jeux, mais on parle vraiment de jeux un peu high level, si tu veux, que ça étouffe un peu la table, tu vois, et que les gens se sentent pas... Alors, ça peut être des jeux de haut niveau, comme des gros jeux gamers, etc., mais ça peut être le cas aussi avec des jeux d'ambiance. Par exemple, quand tu as un jeu qui demande de la prise de parole et que tu as un joueur qui est très à l'aise avec ça, bah, du coup, ça peut un peu inhiber les autres et les mettre en difficulté. J'ai vécu une expérience de ce genre-là avec un jeu à licence. Alors pour ceux qui connaissent, Battlestar Galactica. Je me suis retrouvé à une table avec 4 personnes qui avaient vu l'intégralité des 5 saisons. Je connaissais pas la série du tout, je sais même pas ce que c'était. C'est assez bizarre d'être plongé dans un univers comme ça, hein, où les gens connaissent les codes. Alors le jeu mécaniquement, moi je le trouve très moyen. Très moyen, ça veut souvent dire presque mauvais. Mais quand on est fan de la série, qu'on a un attachement au personnage, qu'on a tout ça, effectivement, la passion, alors c'est ça, elle peut d'un côté compenser par le plaisir qu'on a à retrouver des personnages, des codes, des choses qu'on connaît, puis du coup à jouer dans cet univers-là. Puis elle peut aussi étouffer le profane, quoi. Voilà, c'est tout, c'était un petit témoignage. En fait, ce qu'on est en train de dire là, le sujet de départ, c'était comment on choisit un jeu, mais ça ramène aussi à la question comment on vit un jeu quand on l'a pas choisi. Donc en fait, c'est un petit témoignage. Après, j'ai acheté énormément de jeux, donc il y a eu plein de rencontres différentes et de manières différentes, mais je me rappelle que j'anime un lieu de parentalité avec comme outil le jeu. Et je fais des séances pour la petite enfance, et à un moment, j'avais une représentante qui est venue me présenter un jeu. C'était les MacFormers, qui fait partie de la sélection des ludothécaires. Et elle m'a mis quelque chose sur la table, et d'un seul coup, elle fait chploc. J'ai trouvé ça magique, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe vraiment quand c'est un petit 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, ou un adulte qui va le présenter à ses enfants? Parce que moi, ça m'a épatée, mais alors c'était trop, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après, je me suis retrouvée ici en encadrement, donc sur le séjour avec des ados.
Et on s'est retrouvés face au stand des MacFormers qui était sur le village enfant. Et à ce moment-là, j'ai vu plein de familles, des mamans, plein de papas, ce qui n'est pas toujours simple aussi. Bon, là, les gens, c'est un public un petit peu acquis, mais au niveau des séances, c'est quand même plus rare d'avoir des papas, pour diverses raisons. Et des enfants, et tout le monde se faisait plaisir. Alors, les tout petits, ils faisaient du jeu de tri, et les plus grands, ils créaient. Et je me suis dit, effectivement, là, donc en fait, souvent... Enfin, là, c'était le plaisir. Et dans mon choix de jeu, c'est le retour du plaisir des gens qu'ils ont eu au niveau du jeu. Je sais que j'ai un collègue de travail qui est fan de jeu. Il n'arrête pas de venir dans le bureau en disant « J'ai essayé ça, alors ça, tu devrais pour la ludo et tout. » Voilà, c'est la retransmission de ce plaisir-là, même si moi, je n'aurais pas forcément ce plaisir là autour. Voilà, c'est comme ça aussi que je choisis le jeu. Voilà, c'était juste un témoignage. Ouais, MacFormers, c'est génial. Donc ouais, de choisir le jeu en fonction du plaisir qu'en retirent les autres. De ce qui m'a été retransmis. Ouais. Ouais. Mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est vrai que des fois il y a des jeux qu'on aime bien, donc on y joue pas mal, et puis ça marche à chaque fois, les gens accrochent, il y a des super parties, etc. Puis à force, on y a tellement joué qu'on en a marre, mais comme on sait que c'est un jeu qui marche super bien, on continue à le proposer, même si on aimerait bien proposer autre chose, quoi. Parce que là, on a eu quand même beaucoup de témoignages positifs. Moi, ça m'étonne parce que dans mon expérience... Ah, au fond, très bien. Du coup, moi, c'en est un négatif, ça va changer un peu. C'est qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai été participer à un vide-grenier dans un magasin de jeux. Et en allant voir le vendeur, après avoir fait une première sélection, il y avait la plupart, si ce n'est pas la totalité des jeux que je ne connaissais pas, donc je voulais quand même son avis. Et je lui ai posé la question j'avais 2 casquettes ce jour-là, c'est-à-dire je fais partie d'une asso de jeux, donc c'est déjà un public particulier, de tout âge, mais quand même. Et j'y étais aussi en tant que babysitter, donc c'est encore un autre public. Donc je lui ai dit, bon, cela, est-ce que ça peut marcher pour l'asso, pour mon boulot, ou est-ce que je le repose? Donc il m'a fait acheter quasiment la totalité de ce que j'avais déjà choisi, juste en m'en faisant poser un qui, lui, n'allait pas marcher dans aucun des 2 publics. Mais il y en a un en particulier, je crois que ça s'appelle Bugs & Co. Je ne l'ai pas encore testé. Mais au dos de la boîte, c'est une petite boîte, le design me semblait assez sympa. Au dos de la boîte, c'était hyper accrocheur. Je me dis, bon, ça peut le faire. Et son avis, c'était, ah ouais, ça c'est super, ça va marcher. Après, j'ai ouvert la boîte, j'ai lu la règle et je me dis, merde, j'ai plus du tout envie d'ouvrir cette boîte. Comment je vais faire pour le tester? Et je me pose encore la question parce qu'à chaque fois que je vois cette boîte, je me dis, putain, avec qui je vais le tester? Comment je vais faire ça? J'accroche pas, quoi. Juste en ayant lu la règle. Donc voilà. Ouais, effectivement, il y a des étapes dans le choix de jeu, c'est-à-dire qu'on a choisi un jeu, on commence à avancer vers ce jeu et tout d'un coup on se met à reculer parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose, soit dans la mécanique, soit dans le thème, qui fait qu'on n'accroche pas du tout. Ouais, c'est quelque chose qui se produit aussi. Voilà, juste pour remettre un petit élément, hein, nous on se définit comme ça ferait écho à des choses qui ont été dites tout à l'heure, on se définit comme une fédération d'éducation populaire. Hein, d'où le fait qu'on utilise ce qu'on appelle des méthodes d'éduc-pop et qu'on aime bien partir dans tout ce qu'on fait, à la fois des savoirs et des connaissances que nous on peut avoir, mais aussi de tout ce qu'il y a dans le groupe, des échanges qu'on peut avoir, etc. Alors ce qui ne va pas nous empêcher là de vous donner quand même quelques éléments. Hein. Le côté conférence, c'est maintenant, hein, ça va durer 15 minutes. Et là, mais voilà, on trouve que c'est intéressant aussi parce que dans le partage, nous on a aussi notre vision, puis on a notre prisme de ludothécaire qui est aussi très déformant. Et puis, alors après, on a tous nos influences, on en a parlé. Hein. Il y en a qui sont parents, d'autres qui ne le sont pas. Il y en a qui sont plus ou moins jeunes. Il y en a qui habitent dans des zones plus reculées que d'autres où il y a moins Internet qu'ailleurs, ou moins de boutiques qu'ailleurs, ou moins de ludothèques qu'ailleurs, ou moins de tout ce qu'on veut qu'ailleurs. Et tout ça, en fait, ça constitue aussi les stratégies qu'on développe. Pour chercher des jeux, pour en trouver, pour voir comment on va faire fonctionner. Donc voilà, donc tout ça pour dire que voilà, pour nous c'est très intéressant et ça fait partie du jeu, ces temps d'échange avec vous, puis ça nous nourrit aussi beaucoup parce qu'au bout d'un moment on vit dans un entre-soi dans lequel on est quand même pas tous d'accord, mais on a quand même des affinités professionnelles assez fortes. Et puis d'échanger avec d'autres personnes, de voir comment les gens font leurs choix, ça nous nourrit aussi beaucoup, nous, après, pour conseiller ou pour apporter.
Alors après, dans tout ça, on a dit beaucoup de choses. Nous, quand on a essayé de se dire comment on a essayé d'argumenter tout ça, en fait, l'image qui nous est venue, c'est une pyramide. Alors, vous imaginez une pyramide, pas tout à fait Khéops, un truc à 3 côtés. D'accord, 3 côtés et 3D. D'accord, tout le monde voit la pyramide? Hop, c'est bon. Donc, dans cette pyramide, à la base, pour nous, il y a 3 éléments. Il y en a un dont on a pas mal parlé, qui va jouer beaucoup sur nos choix de jeu, sur la manière dont on les constitue. Le premier, c'est, nous on l'a appelé le contexte, de manière générale. Alors le contexte, c'est plein de choses. C'est pour qui, hein, un adulte, une petite fille, pour moi en tant que professionnel, pour un groupe, pour des animations que je fais, enfin voilà, tous les éléments qui vont donner le contexte d'usage de son jeu. Je ne sais pas, pour ma classe, je ne sais pas s'il y a des instits qui se sont glissés dans la salle, vous pouvez rester, hein, et là, enfin voilà, tout cet élément-là qui va constituer comment je joue, y compris un élément dont on a parlé tout à l'heure, la possibilité de médiation. Parce qu'offrir un jeu à un enfant de 5 ans, si on sait que ses parents jouent avec, ou pas, si on sait qu'on pourra jouer avec, ou pas, c'est pas pareil. Offrir un jeu quand on sait qu'il est un peu balèze, mais qu'on peut le transmettre. On va à l'anniversaire d'un pote et à la fin de l'anniversaire, il y a un temps où on peut jouer, poser le jeu sur la table, l'expliquer à tout le monde, accompagner la première partie pour faciliter l'entrée en jeu et que les gens ne vivent pas une expérience toute pourrie parce qu'ils ont passé la moitié du jeu dans les règles et l'autre moitié à se demander comment ils allaient s'en sortir. Donc voilà. Donc cette possibilité de médiation fait aussi partie du contexte. C'est-à-dire comment à un moment donné le jeu va pouvoir être amené et pour qui et comment on va l'exploiter. Le deuxième élément, on en a parlé aussi tout à l'heure, enfin un petit peu moins, mais on l'a quand même entendu plusieurs fois, ça va être plus des questions qu'on met nous sous des histoires de forme. Alors la forme, ça va être plein de choses, ça va être déjà l'allure du jeu, ou du jouet, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il n'est pas beau, est-ce qu'on accroche avec le parti pris graphique, etc. La qualité de son matériel. Il y a des jeux, quand on les prend dans les mains, on a tout de suite l'impression qu'il se passe quelque chose. Il y en a d'autres, on a l'impression qu'on risque de les casser. Pareil pour les jouets, hein, et notamment pour tous ceux qui travaillent dans des collectivités. C'est-à-dire qu'un jouet, si on l'achète voilà, dans une grande surface ou dans un magasin de jouets ou dans un magasin spécifique pour les collectivités, il y a des fois on n'aura pas toujours la même tenue du jouet. Et pareil pour les jeux, il y a un peu beaucoup de variété par rapport à tout ça. Et puis aussi des conceptions, on va dire, beaucoup de mots qui commencent en éco. Économique, écologique. Il y a des gens qui parlaient tout à l'heure aussi de valeurs de tout un tas de trucs par rapport au jeu. Donc on peut avoir aussi une relation par rapport aux matériaux, par rapport à l'endroit où il est fabriqué. Est-ce que c'est un petit enfant chinois qui fabrique les jeux pour les petits enfants de chez nous? Enfin voilà, un peu toutes ces questions-là qu'on peut se poser par rapport au choix du jeu. Donc on a déjà un bout du bas, hein, le contexte d'un côté, la forme de l'autre. Le troisième élément qu'on met nous, c'est le ressort ludique. Ça va faire écho avec MacFormers, mais aussi avec d'autres choses. C'est-à-dire à un moment donné, qu'est-ce qui fait que le jeu on rentre dedans? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un jeu, voilà, on met toutes les familles autour et ça marche. Avec des tout petits, des moyens, des grands, et ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que c'est un jeu qu'on peut sortir, je sais pas, n'importe quand à l'apéro, et que voilà, quand on est dans une ambiance comme ça, il y a quelque chose dans ce jeu-là qui fait qu'il marche tout le temps, qu'on peut le sortir dans plein de groupes qui fonctionnent. Enfin voilà, qu'est-ce qui fait jeu dans le jeu? Qu'est-ce qui fait que moi ça me touche pas? Moi je peux donner un exemple concret récent, hein, Azul. C'est un gros carton en ce moment. Moi c'est un jeu... je suis presque aussi hermétique que devant une porte de frigo, quoi. Et encore, le frigo, je peux supputer qu'il y a un truc bien dedans. Et là, enfin, je blague un peu. Mais je n'arrive pas à rentrer dans ce jeu. Pas du tout, c'est un ressort ludique, c'est un truc qui me parle, mais absolument pas, quoi. Et voilà. Est-ce que je vais trouver un ressort ludique qui fonctionne par rapport aux éléments de contexte que j'ai dit avant, pour qui, quand, comment, etc. etc. Donc ça nous fait notre base triangulaire de pyramide. Et en haut, un élément qui est important pour nous, c'est l'intention qu'on a.
Alors, je vais raccrocher avec les petits débats mouvants qu'on avait fait tout à l'heure. On avait évidemment tendu des petits pièges pour essayer de voir comment ça répondait, notamment la première question qu'on vous avait posée. Je ne sais plus exactement comment elle était formulée. Je l'ai là, voilà, la démarche pour offrir un jeu à un ami ou à sa fille. Une chose qu'on observe pas mal en ludothèque, c'est que quand on offre un jeu pour un adulte, on cherche à se faire plaisir. Quand on offre un jeu pour un enfant, on cherche à l'éduquer. Bon, j'ai un petit peu caricaturé, hein, mais combien de fois on entend vous avez un jeu éducatif, un jeu pour apprendre à lire, un jeu pour machin, un jeu pour bidule. Mais derrière un jeu pour, il y a très rarement se faire plaisir. Quand on parle d'un enfant, hein, on a très souvent des comportements de prescripteurs sur la question du jeu. Et qui nous interrogent du coup, parce que voilà, nous, alors je ne sais pas si vous le savez, mais on donne, nous on a une approche du jeu en ludothèque. On définit le jeu par rapport à 5 éléments. Je vais faire vite pour pas que ce soit fastidieux, mais pour nous, un jeu, il est forcément libre. C'est-à-dire, on choisit de jouer ou de pas jouer. On peut même choisir de s'arrêter, de se barrer au milieu du jeu, parce que vraiment, ce jeu, il est hyper naze. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà été coincés dans un trivial poursuite en fin de soirée et que vous aviez qu'une idée, c'était de vous barrer avant la fin du jeu. Mais je pense que pendant toute la fin, vous aviez qu'une idée, c'est de vous barrer, vous n'étiez plus en train de jouer. Alors moi, c'était Battlestar Galactica, hein. Il y a d'autres gens qui avaient d'autres trucs, mais voilà, on a chacun nos petits trucs par rapport à ça, quoi. Que le jeu, il a cette dimension gratuite. Gratuite dans le sens où il n'y a pas un prescripteur qui dit pourquoi je joue. Il n'y a pas quelqu'un qui vient me dire, écoute Nico, niveau expression, t'es un petit peu border, je t'ai ramené un petit jeu, là, il a l'air super sympa, ça s'appelle Time's Up. Tu vas jouer ça une dizaine de fois, je pense qu'après ça ira mieux. Et voilà, il y a des fois, on a des démarches, alors évidemment, moi ça m'arrive à peu près jamais ça, hein, mais où pour des enfants, pour des groupes de personnes en situation de handicap, pour un certain nombre de publics dont on estime qu'ils ont des besoins, on va leur amener des jeux en disant, voilà, c'est si, ça. Et nous, on est plutôt dans l'idée que voilà, pour être vraiment dans le jeu, ben voilà, il faut avoir choisi son jeu et puis il faut y jouer pour soi, pour se faire plaisir, ou pour les objectifs qu'on s'est mis à soi tout seul. Moi, gamin, j'étais un peu timide, j'ai décidé de faire du théâtre. Bon ben voilà, mais c'est mon choix, c'est pas quelqu'un qui m'a dit fais du théâtre, t'es une bille, quoi. C'est pas la même démarche. Le côté second degré, qui est important aussi. Alors on parlait tout à l'heure dans un des groupes, je reconnecte, de jeux de chevalier, ou de jeux de pistolet, ou de jeux violents, ou de jeux de tout un tas de choses. Un jeu, c'est pour deux faux. Comme on dit avec les enfants, c'est un jeu, c'est quelque chose qui a une parenthèse dans la réalité. C'est dans la réalité, mais à l'intérieur de la réalité, les deux qui sont autour, là, je leur ai fait les pires crasses du monde dans les jeux qu'on a fait. Je peux être totalement odieux dans un jeu. Ça n'empêche que humainement, j'essaye de pas faire ça. D'accord ? Donc le jeu, c'est pas... Ouais, lui, il dit ça parce qu'il est salarié, mais... Mais voilà, le jeu, c'est il y a une phrase qui est rigolote de Freud qui dit le jeu, c'est l'inverse de la réalité. Enfin, c'est l'opposé du jeu, ce n'est pas le sérieux, c'est la réalité. Voilà, pour être très précis sur la phrase. Et puis voilà, puis après l'idée qu'il y a une dimension incertaine dans un jeu. C'est-à-dire si on sait d'avance où ça va aboutir, qui va gagner, comment ça va finir, il n'y a pas jeu. Et qu'il y a une dimension réglée. Voilà, bon ça c'est... Régler, c'est plus, il y a une règle du jeu, mais il y a aussi une règle de l'endroit où on joue. Si je joue, que je prends une poupée, que je la mets en travers la gueule d'Antonin, c'est pas top. Donc il y a quand même des règles dans l'espace, dans la manière... je suis désolé, t'es à côté. Il y a quand même une manière dont l'espace dans lequel on joue a des règles, que ce soit la chambre à la maison, la cuisine à côté d'une casserole qui bout, je sais pas quoi, il peut y avoir 35 exemples. Mais l'endroit où on joue conditionne aussi un certain nombre de règles, d'espace, de lieux, etc. Et nous, on définit le jeu comme ça. Et du coup, ça nous donne une intention. C'est le haut de ma pyramide. Donc, le contexte, la forme, le ressort ludique, et en haut, l'intention que j'ai. Alors, tout à l'heure, on a vu ce qui s'est exprimé. Alors, ce qui nous fait plutôt plaisir, au final, c'est qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient une intention qui était liée au plaisir, qui était liée à la personne, qui était liée à la transmission, ou même à votre propre plaisir de partager avec d'autres quelque chose auquel vous avez été sensible. Et on n'a pas eu trop ce côté hyper utilitaire du jeu, où le jeu il commence à se transformer en un outil qui devient quelque chose au service d'eux, et qui devient plus que ça, et qui au final... moi j'ai vu des gens, des gamins ou des personnes en situation de handicap, ne plus pouvoir encadrer un jeu, parce que c'est un jeu qui joue dans des situations de travail en permanence, et qui du coup, qui me l'ont même physiquement jeté en fait. Voilà. Donc l'intention avec laquelle on fait...
elle va donner des choses par rapport à est-ce que je suis dans une posture professionnelle, est-ce que je suis dans une posture personnelle, à qui j'offre, ça on en a débattu tout à l'heure. Et puis elle va aussi reposer toutes les questions qu'on s'est posées sur les questions de nos influences. Parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là l'intention que j'ai. Est-ce que parce que c'est une petite demoiselle, je vais lui offrir forcément un truc rose et un truc qui concerne, soyons gentils, l'intérieur de la maison, le jardin et le soin aux animaux, et éventuellement l'infirmière, surtout pas le médecin. Ou est-ce que j'ai conscience de ces représentations un peu genrées et que je vais essayer de les dépasser? Il y a des gens qui ont parlé aussi tout à l'heure de coopération. La société qui est peu coopérative, est-ce que du coup je ne peux pas m'inscrire dans quelque chose en ayant une intention sur la coopération? Et puis il peut y avoir des choses à plein de niveaux, quoi. Les intentions, on peut en décliner des dizaines et des dizaines. Mais en gros voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on imaginait. Puis après évidemment, quand on parle si on se situe nous d'un point de vue professionnel, dans nos pratiques, il y a aussi pas mal d'autres choses qui rentrent en jeu, notamment l'idée d'avoir de la diversité, c'est-à-dire de dépasser nos propres goûts et d'être capable. Alors c'est pas toujours évident, hein. Je sais plus qui a dit tout à l'heure qu'un jeu présenté par quelqu'un qui l'aime, c'est pas pareil. Je suis d'accord, hein. Je me bats pour présenter bien des jeux que j'aime pas. J'y arrive vraiment pas très bien, quoi. Enfin, ça se voit. Des fois, j'ai la décence de prévenir les gens avant. Je leur dis bon, beaucoup de gens aiment, pas moi. Et ça passe aussi, parce que du coup, il y a un peu d'humour, et du coup, quand on casse un peu ce truc un peu gênant, ça peut aussi passer. Mais c'est vrai qu'il y a aussi après une posture de comment je constitue une collection quand j'ai envie de plaire au plus grand nombre, quand j'ai envie que les gens retrouvent de la diversité, qu'ils aient le choix, hein, quand on tient une boutique par exemple, ou quand on tient d'autres choses, nos goûts propres ont du sens, mais ça a aussi du sens de se dire, mon goût n'est pas tout à fait universel. Et si je vois qu'il y a des jeux qui fonctionnent bien, même en dehors de mon ressenti à moi, c'est aussi une belle clé pour se raccrocher à tout ça. Et puis voilà, après, toutes les idées de prescription quand on conseille. Hein, l'intention, c'est aussi ça quand on va conseiller d'autres personnes, quand on va leur proposer un jeu, quand on va, quand on est ludothécaire, c'est comme quand on est informaticien, quoi. Quand vous êtes informaticien, vous gérez tous les ordinateurs de votre pâté de maison, de votre famille, du copain, de la copine, du cousin, enfin tous les gens qui galèrent avec l'informatique, vous appellent. Quand vous êtes ludothécaire, c'est un peu pareil. Quand vous avez des gens dans votre entourage qui cherchent un jeu, c'est tiens, on va lui demander de savoir. Pour des gens qu'on connaît des fois pas du tout, mais où on peut essayer avec les gens d'essayer de comprendre comment les gens fonctionnent. On a quelques questions un peu clés comme ça qui vont nous permettre de dire il ou elle à quel âge, il ou elle aime quoi, à quoi vous jouez à la maison, est-ce que quelqu'un joue avec, etc., etc. Puis de construire par rapport à ça un rôle de prescripteur pour aller vers le jeu qui pourra plaire à la personne qu'on nous demande de conseiller ou qui souhaite être conseillée. Voilà, ça c'était pour faire un petit retour, c'est plus vraiment, alors là on est bien sur le côté de démarche. Hein, vous avez vu, j'ai pas forcément cité de jeu, enfin à part Azul et Battlestar, mais ça c'est pas grave. C'est la démarche globale qu'on adopte. Et puis après, si vous voulez, on peut aussi échanger sur des jeux, des choix, des échanges, des pourquoi. Nous, dans la sélection, on a mis ça cette année. Donc dans la sélection, il y a MacFormers, il y a King Domino, il y a les tapis de jeu Carpetto. Je ne sais pas si vous avez ça, c'est des beaux tapis de jeu, comme pour les gamers, mais pour les enfants, avec de super décors dessus. Et l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le jeu d'exercice, c'est deux jeux, c'est Spin Again et Mini Spinny, c'est des hélices en plastique. Donc, jeux d'exercice, ça veut dire des jeux de manipulation et sensorielle pour les plus petits. Et vous pouvez les voir en photo sur l'affiche de la sélection. Et ils seront aussi sur le stand de la sélection le week-end prochain, les 20 et 21. Je propose, si vous voulez, que maintenant qu'on a fait cette petite intervention, si il y en a qui ont envie d'échanger, de poser des questions, je vois qu'il y a une main qui se lève là-bas, avec plaisir. Merci. Et du coup, vu qu'on est sur le thème de la sélection, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez sélectionné ces jeux et jouets, du coup? Non, c'est rigolo. Alors, la sélection des ludothécaires, donc c'est un événement qui a déjà eu lieu il y a quelques années, mais sous des formes différentes. Là, c'est la première année qu'elle a pris cette forme-là.
où en fait on consulte le réseau des adhérents de notre association, donc des ludothèques adhérentes. Et il y a une première phase où elles proposent des jeux. Donc tout le monde, toutes les ludothèques peuvent proposer des jeux en expliquant en 2 mots pourquoi ce jeu-là a paru intéressant. Donc on a toute une liste de jeux. Alors il y en a qui reviennent déjà plusieurs fois, que plusieurs ludothèques supportent. Si parmi ces jeux on a besoin de faire une sélection parce qu'il y en a trop, il y a une commission qui se réunit et qui dit ah bah oui tiens ce jeu-là avec cet argument-là, etc. Ils sont intéressants. Donc on en sélectionne quelques-uns comme ça. Et ensuite c'est un vote de tous les adhérents entre les jeux sélectionnés qui détermine celui qui remporte le prix de la sélection. Moi, j'ai juste une petite question du coup sur le statut entre guillemets des ludothèques. Moi, je travaille en bibliothèque municipale. Du coup, on propose aussi du jeu, mais pas en l'emprunt, juste en jeu sur place. Et j'ai une question, c'est à propos, est-ce qu'il existe des ludothèques municipales ou c'est purement des associations? Enfin, où il n'y a que des associations? Non, il y a les deux. Il y a les deux. C'est un peu hasardeux de donner une proportion aujourd'hui. On ne sait pas exactement. C'est pas tout à fait autant l'un que l'autre, mais c'est dans les eaux-là. Voilà. Les assos ont été longtemps majoritaires. Aujourd'hui, il y a une grosse montée du public. On ne sait pas trop aujourd'hui où on en est sur si on a atteint la zone médiane ou pas, mais c'est à peu près ça. Merci. T'as rien. Alors Antonin m'a dit qu'au niveau de nos adhérents, c'est 50-50. Mais on n'a pas toutes les ludothèques de France. Il en manque une grosse douzaine. Je reste un peu sur le même... je rebondis là-dessus. Du coup, s'il y a des ludothèques municipales, ça rentre dans quel... du coup, le jeu, les ludothèques, ça rentre dans quel champ de la politique publique, en fait? Parce que je crois que c'est un peu flou, non? C'est dans la culture, dans quoi? Alors, t'as un moment? ouais, moi perso, ça m'intéresse. En gros, j'ai un moment. Ouais. Je vais faire une réponse très générique. Il n'y a pas de règle absolue. Il y en a qui dépendent de la culture, d'autres qui dépendent de tout ce qui peut concerner de près ou de loin la famille. Alors des fois, c'est secteur petite enfance, famille, enfin voilà, dans plein de communautés, il y a plein de choses différentes. Ouais, et voilà, et qui sont liées aussi à des questions éducatives aussi, éducatives, socio-éducatives. Donc voilà, ça peut être tout ça. Ça dépend des communes, ça dépend des agglos, ça dépend de beaucoup de choses, mais il n'y a pas de règle absolue, quoi. Est-ce qu'il y a un positionnement du coup de la LF par rapport à ça? Sur est-ce qu'il y a un champ de la politique publique dans lequel ça doit s'inscrire plus que dans un autre? Alors, on n'a pas encore créé le champ du jeu, effectivement. Aujourd'hui, on se définit comme un équipement culturel et on se définit comme étant pour tous. Ce qui nous emmerde un peu, c'est quand on est mis dans un endroit où on ne peut pas toucher tous les publics. Je vais te prendre un exemple concret. J'ai été longtemps à Albi, dans une ludothèque, et on dépendait du service petite enfance. Voilà. Et ça m'emmerdait. Voilà. Donc nous, j'allais dire, à la limite, quel que soit le service, ça peut être de l'ordre de la culture, ça peut être de l'ordre, je l'ai même vu, du tourisme une fois, ou de la famille. Mais cette idée que c'est quelque chose qui est accessible à toute personne, quel que soit son âge, son handicap, etc., c'est important pour nous, quoi. C'est une petite chose d'ailleurs, je vais faire un petit rebond par rapport à un échange qu'on avait avec Anne, par rapport à notre approche sur le jeu. Il y a quelque chose qu'on définit, on a écrit plusieurs documents, on a une fiche métier, on a une charte qualité, on a aussi un projet politique. Les ludothèques, et dedans il y a quelque chose qu'on définit, qu'on appelle les effets induits du jeu. Les effets induits du jeu, si on veut le résumer d'une façon très simple, c'est tout ce qui se joue quand on joue. C'est en positif ou en négatif, c'est-à-dire qu'on part du principe que jouer, ça nous met en mouvement. Et jouer, il y a plein de choses dans le jeu. Il y a de la socialisation avec d'autres personnes, il y a des compétences, des fois spatiales, mathématiques, stratégiques, d'habileté, créative, imaginative, etc., etc. Et par rapport à l'idée de jeu, quand on disait tout à l'heure le jeu qui ne doit pas être utilitarisé, enfin selon nous, et mais le jeu qui est souvent vendu ou proposé ou défini comme éducatif. En fait, moi il y a une petite phrase que je mets dans mes dossiers de subvention, c'est qu'un jeu éducatif c'est une hérésie ou un pléonasme.
Voilà, c'est-à-dire qu'un tout jeu a forcément une dimension éducative, ne serait-ce que dans le fait que je suis dans le rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Et que dans ce rapport-là, je fais un jeu avec Antonin, je triche, il gueule, il s'est passé un truc, qu'est-ce que je vais fabriquer de ça? Bon, ça c'est quand on avait 4 ans. Hein, et puis au fur et à mesure de nos relations, il y a des choses qui évoluent. Mais voilà, et ces effets induits, en fait, pour nous, c'est très important, parce que c'est de dire que on n'a pas besoin de chercher autre chose derrière le jeu que ce que le jeu propose par lui-même. C'est un vecteur de plaisir, c'est un vecteur de socialisation, il met en jeu, il travaille. Alors on parle beaucoup de renforcement de compétences, ou si on parle de personnes très 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 âgées, on va parler d'entretien ou de maintien d'un certain nombre de fonctions cognitives ou d'adresse ou tout un tas de choses. Mais voilà, le jeu en tant que tel, c'est quelque chose qui nous met en mouvement, c'est quelque chose qui crée une dynamique et qui n'a pas besoin de se vendre comme étant éducatif ou je ne sais quoi. Hein. Il est par nature tout ça, parce qu'il fait partie de notre culture, il fait partie de notre univers, etc. etc. Tu parlais de renforcement de compétences et du coup, c'est pas du tout pour Titi ou quoi, c'est juste que au début tu parlais d'une tendance à la gamification, ludification. Alors, j'arriverai pas forcément à le définir, mais j'ai l'impression que c'est le truc en ce moment que les entreprises s'approprient le jeu, essayent enfin, je sais pas, j'ai l'impression en tout cas que il y a un truc un peu marchand qui essaye de s'approprier le jeu à des objectifs qui sont pas forcément humains ou voilà. Et du coup, quand tu dis renforcement de compétences, j'y vois un peu une assimilation, mais c'est peut-être pas du tout le sens que tu voulais lui donner. Du coup, est-ce qu'il y a la distinction que tu ferais avec compétences professionnelles qu'on entend dans le jargon je sais pas. En fait, toute la distinction, elle se situe sur l'intention qu'on met au départ. Si moi je mets comme intention, t'es nul en maths, et jusqu'à ce que tu sois bon, tu vas faire des jeux où il y a des maths. Tu vois, là je suis dans une prescription vis-à-vis de toi qui est particulière, qui plus est des jeux où moi j'estime que toi ça va te faire du bien ou je sais pas quoi. Le principe du jeu libre, etc., c'est dire nous on sait qu'il y a des potentialités, que dans le jeu il se passe des choses, que les gens se mettent en mouvement, etc., mais les gens on les laisse toujours libres de jouer à ce à quoi ils veulent jouer. Ils viennent, ils jouent aux jeux qui leur font du bien, aux jeux qui les éclatent, à des jeux où ils se disent peut-être par eux-mêmes, tiens, ça me ferait peut-être du bien d'essayer de jouer à des jeux comme ça. Hein. Typiquement, moi je connais des personnes âgées qui font des jeux de mots, parce qu'elles se disent, pour ma mémoire, pour machin, pour etc., mais c'est leur propre choix. C'est pas un choix qu'on leur a imposé en disant, hey, mamie, tu veux faire du Scrabble, tu deviens un peu neuneux. Tu vois, c'est pas du tout la même. Et là, c'est vraiment comment on met l'intention au départ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dit tu vas faire ça, toi, pour ça? Nous, non. Ce qu'on va dire aux enseignants, c'est, par exemple, quand on travaille dans les écoles, moi j'ai eu plusieurs fois le cas d'enseignants qui me disaient il faudrait faire du jeu de règles avec les gamins. Et puis voilà, je leur disais, mais on peut aussi mettre du jeu de règles, mais on peut aussi mettre, pourquoi pas, des jeux de construction, parce qu'à un moment donné, dans les constructions, il y a plein de choses qui se mettent en jeu, etc. Vous faites de la géo, des mathématiques, tout un tas de trucs, et c'est de la lecture de plans, et ça rentre aussi complètement là-dedans. Ou sur le côté social, la relation entre les enfants, désamorcer des conflits, etc., des jeux symboliques, des jeux où on joue sur l'imaginaire, à prendre des rôles, au travers de ces rôles-là, à peut-être redire ou revivre des choses qui ont été compliquées, etc., etc. Mais le choix est toujours laissé. Un exemple aussi qui va dans ce sens-là, c'est en octobre, très souvent, nous, toutes les poupées à la Ludo sont vaccinées. Parce que les gamins se sont fait vacciner, ils ont besoin de revivre cette situation-là, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de tout un tas de trucs, et ils vaccinent. Alors, j'ai les poupées dans les bras, Schwarzenegger, je te raconte pas. Mais tu vois, et le jeu, il permet tout ça. Mais c'est chacun qui va venir s'il a envie. Le gamin qui n'a rien à foutre de son histoire de vaccin, qui a envie de jouer aux choses, il s'en fout. Celui qui n'a pas trop les mots pour dire que ça l'a emmerdé ce truc-là, qui était un peu, enfin voilà, ça a crispé, mal au bras pendant 2 jours, tout ça, il peut le jouer, le rejouer, si ça lui fait du bien. Mais chacun fait ses choix. C'est ça la différence entre les deux, en fait. On admet qu'il peut se passer des choses, on admet que ça a certainement une dimension éducative, mais c'est chacun pour soi. Oui, pour compléter ce que dit Nicolas, moi j'ai beaucoup constaté en ludothèque, notamment avec des enfants, mais pas qu'il y a spontanément, on va pouvoir se diriger dans le jeu précisément là où on a des besoins.
Parce que, comme il y a cet aspect second degré du jeu, et parce que en ludothèque, il y a un cadre qui fait qu'on n'est pas jugé sur ses performances dans le jeu, etc., ça va être précisément le lieu où on va pouvoir mettre à l'épreuve ses compétences sur lesquelles on se sent moins à l'aise, plus faible, etc. Spontanément, on va vers ce dont on a besoin dans le jeu. Voilà, ça paraît pas, mais on est toujours sur la question du choix des jeux. Non, mais c'est directement lié. Hein. J'étais assez sérieux en disant ça. C'est qu'effectivement, c'est le choix des jeux, le choix qu'on laisse dans les jeux, la manière de proposer le choix, de le médier, etc. On est vraiment dans les questions où on travaille depuis tout à l'heure. Alors, un peu appliqué, c'est vrai, à un domaine professionnel, mais rien n'empêche de le transposer. Est-ce qu'il y a encore éventuellement des questions, des remarques, des envie de discuter sur une chose ou d'autre? Ok, du coup on s'arrête là, hein, c'est très bien. Et puis voilà, ceux qui ont envie, on peut poursuivre un peu la discussion en off. Et puis nous, on va vraiment aller boire une bière. Vous pouvez vous joindre si vous voulez. Merci.